L'histoire du secours en montagne, proposée par Mountain Pass. Mountain Pass, une passerelle entre l'univers de la montagne et le monde de l'entreprise. Learn from altitude. Learn from altitude, prêt à décoller, c'est parti, 5 sur 5. Au matin du 13 mai 2013, le père de Gaëlle Cavalier la dépose au pied du téléphérique des Grands Montets. Elle n'ose lui dire qu'elle s'apprête à partir seule, en solo, à l'Aiguille Verte, par le couloir Couturier. Elle attend le beau temps et bivouaque 2 nuits près du radiateur des toilettes de la gare. Enfin, une fenêtre météo. Le début de l'ascension se passe bien, mais progressivement la fatigue et les premiers doutes l'assaillent. Je plantais mes piolets, mes crampons et ça ripait. Il n'y avait pas de bon ancrage. La glace éclatait sous mes piolets. Et plus j'avançais, plus la glace était mauvaise. Donc je risquais vraiment la chute. Et là, je réalise que j'arrive plus à redescendre ces quelques mètres. La voici bloquée, presque au sommet de ce couloir Couturier, accrochée au flanc de l'Aiguille Verte. Elle est seule, sans réseau téléphonique pour appeler les secours, et la météo se dégrade. Le premier jour, elle crie de toutes ses forces et sera entendue par des skieurs qui préviennent le PGHM. Une reconnaissance aérienne est déclenchée. Jeff Mercier est à bord de l'hélicoptère qui remonte partiellement le couloir. Mais les traces de Gaëlle dans la neige ont été balayées par le vent et l'hélicoptère n'ira pas jusqu'au sommet. Il poursuit ses recherches plus bas sur le glacier. Durant près de 4 jours, Gaëlle va se battre, trouver une crevasse pour lui servir d'abri contre la tempête et le froid, économiser l'eau, pleurer, prier, penser à sa famille, promettre que plus jamais. J'en viens à dire à Dieu que s'il me laisse la vie sauve, je referai plus jamais d'alpinisme. Finalement, après, je lui dis que je ferai plus de solo. Et après, finalement, je lui dis que s'il me laisse la vie sauve, je ferai les choses mieux. Mais qui peut me prendre mes jambes, que je pourrais être handicapée, ça m'est égal. Je veux vraiment redescendre à ce moment-là. À 6h30, ce samedi 18 mai 2013, il reste à peine quelques minutes avant que le brouillard n'enveloppe l'hélicoptère et mette un terme définitif aux recherches. Richard Gilles n'a cessé de scruter le ciel pour traquer la fenêtre météo annoncée par les prévisionnistes. Après un premier survol, il a aussi pris le risque, mesuré mais inhabituel, d'approcher la bulle de son engin à quelques mètres de la paroi pour remonter le couloir au plus près. Une intuition ? Jeff Mercier n'est pas prêt d'oublier cet instant qui le soulage aussi d'une culpabilité morale. Donc on a guetté, pas trop dormi. À 4h du matin, j'ai vu 2-3 étoiles et on a dit il faut pas le louper, on reste pas dans nos couettes. Car oui, Jeff était aussi d'astreinte le premier jour de la mésaventure de Gaëlle, le mardi 14 mai 2013, lorsqu'elle s'est arrêtée en ce lieu pour le moins inhospitalier, au-dessus de 800 mètres de vide. Dans la machine, chacun s'applique à scruter centimètre par centimètre le couloir de neige. À cet instant, une forme humaine sort de la neige face à Richard Gilles, le pilote. Quitter ce monde sans pouvoir dire au revoir à personne, surtout à mes proches. Enfin, c'est penser à eux et à les revoir je pense qui m'a vraiment maintenue éveillée. L'apparition n'est pas une hallucination. Jeff Mercier, le secouriste, est immédiatement treué. Voir à 5-6 mètres de moi un bouchon de neige qui saute et une tête qui sort. Et je me souviens, j'en ai des larmes qui sont venues aux yeux. C'est la première fois que ça m'arrive. Elle a 21 ans et se bat pour survivre depuis 4 jours dans la tempête à 3900 mètres d'altitude. 100 heures de solitude, c'est aussi le titre de son livre, Au sommet du couloir Couturier à l'Aiguille Verte. Chacun mesure le miracle. C'est une expérience et une leçon de persévérance. Learn from altitude. Quelle est la leçon de ce secours pour vivre la montagne aujourd'hui ? Blaise Agresti, guide de haute montagne, ancien commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne et cofondateur de Mountain Pass. Bonjour Blaise. Bonjour Jessica. Donc on va parler de Gaëlle Cavalier aujourd'hui, vous l'avez compris. Donc elle s'est retrouvée dans l'impossibilité de prévenir de son accident. Donc à l'heure des réseaux sociaux, de la communication instantanée, comment on s'adapte à une telle situation ? On ne s'adapte pas tant que ça en fait. Elle était dans son trou de neige, elle a essayé d'envoyer ce SMS qui n'est pas passé. Et personne n'est au courant de là où elle est parce qu'elle n'a pas prévenu.
Donc en fait, à l'ère du digital, de la connaissance millimétrée sur Snapchat de là où sont vos amis, vous n'avez pas la capacité de savoir où est votre fille, ou votre sœur, ou votre ami. Donc c'est ça aussi la montagne. Il y a parfois cette incapacité à rentrer dans l'ère digitale. C'est de plus en plus rare, parce que les Alpes sont très bien couvertes, mais vous allez dans les Pyrénées ou dans des massifs des Alpes du Sud, vous n'avez plus aucune connexion dans des vallées entières. Donc malgré tout, la déconnexion est précieuse. Donc là, elle est douloureuse parce que elle peut pas prévenir les secours. Mais dans un monde plus moderne, finalement, d'être dans des lieux déconnectés, c'est aussi un privilège. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est engagée justement seule, qu'elle a prévenu personne de cette aventure ? Je pense qu'elle savait qu'elle était audacieuse à s'engager toute seule en solo vers le sommet de l'Aiguille Verte par le couloir couturier. Donc c'est quand même une grande course déjà. Et elle avait probablement un peu l'idée que si elle le disait, les gens lui auraient déconseillé d'y aller. Donc en fait, on essaie de faire quelque chose à l'insu de l'accord de tout le monde. Et donc pour pas avoir à discuter du bien fondé de la sortie, on le dit pas. Donc elle part là-haut probablement un peu en se cachant parce que le projet est ambitieux et qu'elle a peur que les gens l'en dissuadent. Je pense que c'est un moteur assez important de cette idée d'avoir caché cette information parce qu'elle l'a pas dit volontairement alors qu'elle savait très bien qu'elle s'engageait dans une course sérieuse. Et après plusieurs jours, donc au fond d'une crevasse, Gaëlle Cavalier a été sauvée grâce à une initiative personnelle. Donc moi ce que je me demande, c'est quelle est la part de l'initiative personnelle dans l'histoire du secours en montagne ? Comment un homme décide de changer les règles ? En fait, c'est toujours des hommes et parfois un homme qui va faire basculer en fait l'histoire du bon côté. Et c'est rassurant d'ailleurs parce que le secours en montagne, c'est une histoire d'hommes et de femmes. Et selon qui est là, alors il y a des procédures, il y a des équipes de permanence, il y a un système, etc. Donc ça limite la part d'aléa dans la réponse du sauvetage. Donc ça fait que quelque part, on essaie toujours d'un jour à l'autre d'avoir une réponse homogène et que ça ne dépende pas que des initiatives personnelles. Sinon, on rentre dans un système où c'est à la tête du client qu'on va porter le sauvetage, donc ça ne marcherait pas. Mais malgré tout ça, malgré les procédures, malgré l'organisation, la planification, les équipes, etc., il y a toujours ce petit epsilon, ce petit plus qui dépend de la vigilance, de l'attention. Donc là, on est dans une histoire où finalement, peut-être que le secours ne serait pas reparti à 6h du matin pour essayer de tenter dans une petite éclaircie. Et c'est la conscience du pilote, Richard Gilles, qui a vraiment joué avec ses tripes en fait. Il était sensible à cette histoire et c'est lui qui déclenche peut-être plus que d'autres, peut-être que Jeff Mercier ou d'autres, enfin on va pas citer forcément les noms, c'est pas le plus important, aurait peut-être décidé d'attendre un tout petit peu, de partir 2 heures après, puis la météo était pas favorable. Donc on a toujours cette dynamique d'équipe qui est portée par des initiatives. Et ça, c'est très rassurant. Ça rend la chose un peu aléatoire de jour en jour, parce que selon la part de l'initiative qui est portée par les individus ce jour-là, le secours va se faire ou va pas se faire. Voilà. C'est la part d'humanité, finalement, qui nous reste. On n'est pas ni des robots, on n'est pas des drones, on n'est pas modélisé, on n'est pas structuré de manière identique. Et moi, j'anime depuis des années des exercices de crise dans un cadre de formation avec des équipes qui sont chaque jour différentes, le scénario est exactement le même. Et en fait, selon les équipes, la réponse n'est pas la même. Bon, c'est une formation qui est des cabinets ministériels, donc c'est vraiment l'État, au cœur de l'État, cette formation. On fait ces exercices de crise 8 fois. 8 fois exactement le même scénario, animé par une équipe d'animation qui est la même, qui téléphone, qui fait jouer l'exercice. Et on a 8 fois, chaque fois qu'on fait ça pendant 3-4 jours, 8 fois une réponse différente. Donc ce qu'il faut juste se dire, c'est que dans le temps du Covid, dans le temps des grandes crises, chaque gouvernement va réagir de manière différente. Chaque organisation va trouver des solutions adaptées. Et cette part de l'initiative que tu décris, qui est fondamentale en fait, elle va être très variable selon le jour, les hommes, les femmes, la dynamique d'équipe qui va se mettre en place. Donc moi je trouve ça plutôt rassurant parce qu'on n'est pas dans un cours de l'histoire qui est préécrit. On est dans une histoire qui s'écrit en marchant et avec les hommes et les femmes qui sont autour de la table. Donc dans cette histoire de Gaëlle Cavalier, peut-être qu'avec une équipe qui aurait été différente ce jour-là, elle aurait... Alors c'est tragique, parce qu'elle serait peut-être morte, mais là, elle est vivante. Donc l'initiative a permis de sauver une vie. Et ça arrive souvent quand même que cette initiative, elle fonctionne.
Et cette initiative, pour moi, elle est fondée sur une chose qui est derrière l'initiative, qui est la conscience professionnelle, qui est la conscience des enjeux, la compréhension qu'il faut être attentif, il faut être vigilant, il faut être en observation pour déclencher l'action. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont un peu à attendre que ça se passe, qui sont un peu passifs. Puis t'as des gens qui sont capables de saisir l'opportunité de l'action. Et les Grecs l'avaient d'ailleurs bien explicité il y a fort longtemps. Ils appelaient ça le kairos. C'est la capacité à saisir l'instant et à déclencher l'action. Et c'est aussi une histoire de persévérance, cette histoire. Mais c'est quoi, au juste, pour toi, la persévérance ? Comment on développe cette qualité qui est indispensable à la vie professionnelle et à la vie même en général ? Alors là, il y a une double persévérance. Il y a la persévérance de Gaël qui est là-haut dans sa crevasse, qui survit. Et alors là, pour le coup, quand on étudie les grandes histoires de survie en montagne, celles que moi j'ai regardées, en fait, il y a une grande inégalité. On n'est pas égaux devant la survie. Il y a des gens qui survivent incroyablement dans les camps de la mort. On peut penser à Simone Veil, ce qui fait qu'à un moment donné, tu es dans deux files. Une file, la file de droite va dans la chambre à gaz, l'autre va être peut-être protégée par une décision, mais il y a des gens qui sentent intuitivement qu'il faut partir à droite ou à gauche. Puis tu as des gens qui, dans la survie absolue, vont avoir un mental incroyable, et c'est le cas de Gaëlle. Elle a une foi dans la vie. Bon, en plus, elle est pratiquante, elle est croyante, donc il y a la foi aussi qui l'aide à tenir. Et elle a un mental incroyable, parce qu'elle survit quand même pendant 4 jours, effectivement. Donc elle est incroyable par sa survie, parce qu'elle a un mental qui est favorable. Et on peut penser à René de Maison au Grand Jura en 1971, qui va survivre pendant 342 heures, ce fameux livre. Donc on n'est pas égaux devant la persévérance et la survie. Ça, c'est une première chose. De l'autre côté, du côté des secouristes, la persévérance, je l'ai dit, elle est liée à la conscience. Elle est liée aussi au fait qu'on ne se repose pas sur le système. Dès lors qu'on commence à se reposer sur un système, on croit que le système va prendre la bonne décision. En fait, on est passif par nature, parce qu'on a cette croyance, et on peut commettre des très graves erreurs. Les gens qui ont une croyance que le système va demain les protéger du changement climatique, demain les protéger des hausses énergétiques, etc., ils ne se prennent pas en main, chacun à son niveau. Ils prennent le risque de la passivité, et ils prennent le risque effectivement d'être eux-mêmes facteurs de crise ou de dégradation de la situation. Et donc, que nous raconte cette histoire pour vivre notre vie professionnelle ? C'est vrai qu'elle nous parle beaucoup de ces deux sujets, l'initiative et de la persévérance. On est dans un temps de l'histoire, on rentre dans un temps de complexité économique, sanitaire qui continue, la crise sanitaire qui perdure, dans un temps aussi géopolitique compliqué. Donc en fait, on voit bien qu'un peuple ukrainien il persévère, et que la persévérance c'est une des vertus les plus belles de l'humanité, parce qu'effectivement, malgré l'adversité, on continue, on prend son sac à dos et on poursuit vaillamment, quitte à prendre un peu des coups, et moi je trouve que c'est une des plus belles vertus de l'humanité. Merci Blaise. Merci. Learn from Altitude, un podcast produit par Mountain Pass et réalisé par Globule Radio. Scénario, Jessica Compois. Mixage, Kirstine Mackenzie. À découvrir. L'ouvrage illustré, Une histoire du secours en montagne, imprimé aux éditions Glénat.